l'Assemblée nationale de la transition a mis fin à ses activités ce jeudi 13 novembre. La cérémonie solennelle de clôture a eu lieu en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier. Les grandes lignes de cette cérémonie avec Julda Flore Ondembe. Et en bonne place, la santé, lutte contre les cancers masculins. Le lancement officiel de la campagne Novembre Bleu, édition 2025, a eu lieu hier. Événement parrainé à l'échelle nationale par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaono. Dans ce 13h, nous parlerons également de voirie urbaine dans le Grand Libreville avec Yannick Menga. Nous ferons l'état des lieux entre routes aménagées praticables, bitume fissuré et voies d'accès dégradées. Ce sont les titres de votre 13h. Vous êtes sur Gabon Première, c'est l'heure de l'actualité de la mi-journée que nous démarrons bien sûr avec quelques minutes de retard. Actualité oblige, Gabon Première vous fait vivre en direct le procès qui se tient actuellement au palais de justice. Et nous y reviendrons dans quelques instants avec Doris Krozonkoulou qui est sur place. Nous vous l'annoncions en titre il y a un instant, la cérémonie solennelle de clôture des activités de l'Assemblée nationale de la transition a eu lieu hier. Cette grande messe dirigée par Jean-François Ndongou, président de cette institution en présence du vice-président du gouvernement Alexandre Barraud-Chambrier a été l'occasion pour le maître de séance de remercier le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema pour le choix porté sur sa personne. Julda Flore Ondembe, Tim Boulengue et Valérie Charles Poulangoy pour les détails. Dans son discours circonstanciel marquant la fin du Parlement de la transition, le patron de la représentation nationale a dressé un bilan non exhaustif des textes de loi examinés durant ces 2 années de travail acharné. La mandature de la transition qui s'achève ce jour a constitué une séquence de grandes activités législatives. Les députés de la transition qui sont employés dans la sérénité qui les a caractérisés à examiner 105 textes, dont 85 ont été adoptés. Profitant de cette tribune, le président de l'Assemblée nationale de la transition a interpellé l'opinion publique et politique sur le respect de l'état de droit. Il faudrait en toutes circonstances les exigences de l'état de droit soient respectées dans leur plénitude, avec responsabilité et dans la transparence. Reconnaissant l'efficacité des réformes engagées ainsi que des projets structurants initiés au cours de cette période, l'honorable Ndongou a exhorté les autorités compétentes à redoubler d'efforts en vue de répondre aux sempiternelles et nombreuses attentes de nos concitoyens. Je voulais juste rester sur une exhortation, en appelant le gouvernement à maintenir, sinon à accélérer la cadence, car les attentes des populations subsistent et restent encore pressantes et nombreuses. Il me plaît aussi à ce niveau de rappeler la demande incessante de nos concitoyens sur la bonne gouvernance. Rappelons que cette cérémonie de clôture passe le relais à la 14e législature, la première de la 5e République, attendue au Palais Léon-Bas le 17 novembre prochain. Et au Sénat de la Transition, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, Henri-Claude Ohima, a présidé le projet de loi de finances, a présenté, le projet de loi de finances 2026. Un budget fondé sur la prudence et des ambitions réalistes. Communication Sénat. Face aux sénateurs membres de la Commission des finances, Henri-Claude Ohima est venu présenter les prévisions du budget de l'État pour l'exercice à venir qui, selon lui, allie prudence et ambition réaliste en vue de leur adoption. L'équilibre budgétaire présente un budget arrêté en ressources et en dépenses à 6 358,2 milliards, avec un besoin de financement estimé à 2 204,3 milliards.
Le budget élaboré en dépenses de fonctionnement et d'investissement se décline ainsi qu'il suit. Au niveau des dépenses de fonctionnement, elles sont évaluées à 3 694,9 milliards de francs CFA et se répartissent ainsi qu'il suit. Le service de la dette, 1 795,2 milliards de francs CFA. Les dépenses de personnel se situeraient à 959,7 milliards de francs CFA. Les dépenses de biens et services sont projetées à 414,7 milliards de francs CFA. Les autres dépenses se situeraient à 78,9 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 2 119,2 milliards de francs CFA. Cette phase inaugurale consacrée à l'examen de la loi des finances 2026 ouvre la voie aux auditions des missions sectorielles. Un communiqué dans ce journal, le commandant en chef de la gendarmerie nationale informe aux jeunes gens des deux sexes admis au concours national de recrutement dans les forces de défense et de sécurité pour le compte de la gendarmerie nationale qu'ils sont convoqués dès le mardi 18 novembre 2025 à partir de 7h30 à la direction du recrutement et des stages 6 au camp général d'armée Georges Nkoma, communément appelé camp Gros Bouquet. Ces derniers doivent être munis d'une pièce d'identité en cours de validité en vue de finaliser leur formalité de mise en stage. Un communiqué signé du général de corps d'armée Baraswaga Yves. L'actualité, c'est également la poursuite du procès des co-accusés dans l'affaire Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin ce jeudi au palais de justice de Libreville pour la suite des enquêtes de moralité et du traitement des griefs dont sont accusés les mises en cause. On fait le point avec Cabral Guillain, Lemami et Évariste Ondoutoum. Le palais de justice de Libreville, théâtre d'une déconstruction d'un système familial accusé d'avoir confondu la fortune publique et les intérêts privés. Pour ce 4e jour d'audience, la Young Team est à nouveau à la barre dans le cadre des suites de l'enquête de moralité. Pensez-vous que vos facultés mentales, ou du moins avez-vous des difficultés, un quelconque problème psychologique ou mental? Non, sur ce côté, vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Je suis présent devant vous. Donc vous disposez de vos facultés aussi bien psychologiques que mentales, vous permettant donc de subir ce procès? Exact. La seule difficulté que j'ai ici, c'est que je n'ai pas eu techniquement le temps de préparer dans la mesure du possible mon procès avec les professionnels qui devaient m'assister. Il s'est agi pour la Cour durant cet exercice de vérifier l'intégrité des accusés, de s'assurer de la compatibilité des mises en cause avec leurs fonctions antérieures dans les services publics avant de plancher concrètement sur les griefs dont sont accusés les mises en cause, notamment détournement de fonds publics, corruption active, blanchiment, contrefaçon du sceau officiel, usurpation de fonctions et association des malfaiteurs. Avec les frères Osseni, vous est arrivé d'organiser plusieurs jeux. Il y avait des courses de natation. Est-ce que c'est vrai? Je répondais directement à la question. C'est faux, négatif. Il n'y a pas eu de jeux de poker? Négatif. Dans des maisons closes Aucune. à glace? Aucune. Avec les frères Osseni? Non. Il s'agit désormais pour la Cour criminelle spéciale de trancher entre fortune privée et richesse publique et de faire en sorte que la justice gabonaise sera cette fois réconciliée, pouvoir et vérité. Et pour plus d'informations à ce sujet, dans ce 13h, en rapport avec cette journée, Doris Kroos-Nkoulou est sur place au palais de justice. Doris, si vous nous recevez toujours en direct au tribunal de première instance de Libreville à ce sujet, après l'instruction à la barre qui a démarré hier, quelle est la prochaine étape? La Cour rendra-t-elle immédiatement son verdict aujourd'hui?
Merci pour la question, Eva. Exactement, nous sommes au tribunal de première instance de Libreville. Est-ce que la Cour rendra son verdict aujourd'hui? Nous pouvons peut-être dire oui, tout simplement parce que le procès prend fin aujourd'hui, vendredi 14 novembre 2025. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de cela quelques minutes, la Cour a pris une petite pause de quelques minutes. Concernant cette journée particulièrement, et depuis hier d'ailleurs, comme vous le disiez, la journée est consacrée à l'instruction à la barre. L'instruction à la barre, c'est une phase essentielle du procès pendant laquelle les différents accusés sont interrogés. Et depuis le matin, c'est monsieur Gabon Douma Ota qui est passé à la barre. À la suite, c'était M. Osseni Abdoul qui lui aussi est passé à la barre. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette étape précède celle des plaidoiries avec d'abord les interventions des avocats de la partie civile de l'agence judiciaire de l'État et puis les réquisitions du ministère public. Enfin, les avocats de la défense prendront la parole. C'est à l'issue de ces différentes phases que la Cour rendra tout simplement son verdict. Sinon, nous attendons toujours, connaissant qu'il y a un grand nombre de co-accusés, il y a un grand nombre d'avocats et les membres de la Cour ont aussi des infractions qu'ils ont énumérées depuis le début de ce procès. Donc nous allons tout simplement attendre ici, Michel John Boudégan et moi, Doris Cruz-Onkoulou, à la Cour, sinon au tribunal de première instance de Libreville. Merci Doris Cruz-Onkoulou et à Michel John Boudégan pour toutes ces informations dans l'actualité du 20h ce soir. Nous y reviendrons. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allô Docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allô Docteur, bientôt sur votre chaîne. Vous venez de le voir tout à l'heure. Retenez que votre programme Allô Docteur démarre sous peu sur les antennes de Gabon Première. Et voilà qui ouvre la page santé de ce journal. Le lancement officiel de la campagne Novembre Bleu portant sur la lutte contre les cancers masculins a eu lieu hier à l'auditorium de la Cour constitutionnelle. L'édition de cette année 2025 est parrainée à l'échelle nationale par le président de la haute juridiction, Dieudonné Yaba Owono. Plus ample détail avec Wilfried Mpiga Mwamba Ntsam Koussou Onkanoa et Ntsam Eyogo. Le mois de novembre est le mois dédié au cancer masculin. Les nouvelles autorités ont pris des mesures pour lutter contre le cancer de la prostate, premier cancer chez les hommes avec une incidence de 8,1 et une mortalité de 6,3. Notre pays s'est aligné aux objectifs visés par la couverture sanitaire universelle pour réduire les risques d'incidence et de décès par cancer, à savoir le renforcement et l'équipement des infrastructures de santé, l'amélioration de la qualité de soins à offrir dans ces structures, notamment publiques, la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines, la promotion des collaborations nationales et internationales. Le ministre de la Santé encourage les hommes à se faire dépister régulièrement pour détecter les problèmes de santé à temps et améliorer les chances de guérison. Cette année, le gouvernement de la République a choisi comme slogan le dépistage, un geste simple qui sauve la vie. Outre l'appel à briser les tabous, les hommes à partir de 45 ans sont invités à choisir leur mois de naissance pour faire leur dépistage, pour créer les conditions d'une vie préservée, d'une prise en charge médicale rapide et d'un accompagnement psychologique. Les objectifs de Novembre Bleu sont de sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce, briser les tabous entourant les cancers masculins et de promouvoir une culture de prévention et de santé masculine. Vous venez de le suivre, il s'agissait là du discours
discours circonstanciel du ministre de la Santé prononcé à l'occasion du lancement officiel de cette campagne de sensibilisation sur les cancers masculins. Je vous l'annonçais à l'instant, le lancement officiel de la campagne Novembre Bleu portant sur la lutte contre les cancers masculins a eu lieu hier à l'auditorium de la Cour constitutionnelle. L'édition de cette année 2025 est parrainée à l'échelle nationale par le président de la haute juridiction, Dieudonné Abba Owono. Plus ample détail avec Wilfried Piga, Mwamba, Ntsam Kusu Onkanoa et Ntsam Eyogo. Unis pour l'unique, au-delà de Novembre Bleu, tel est le thème de la campagne de lutte contre les cancers masculins, édition 2025, parrainée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Owono. Ce thème appelle à une union des forces face aux manifestations et à la dangerosité de cette pathologie, véritable tueur silencieux. C'est tout le sens de cette initiative qui encourage le dépistage précoce des cancers de la prostate, de la verge et du testicule, tout en promouvant les mesures préventives. Plus nous aurons d'hommes dépistés volontairement, moins nous aurons de formes avancées de ces pathologies. C'est un objectif national que nous devons partager et poursuivre ensemble. La lutte contre le cancer masculin est un combat collectif. Elle requiert la volonté, de la conscience et du courage. Dépistons-nous, sensibilisons nos proches, brisons les tabous. Fort de l'intérêt qu'il porte à la santé humaine et plus particulièrement à celle de l'homme, le président de la Haute Cour a réaffirmé son soutien à cette cause nationale tout en saluant l'implication du corps médical dans le renforcement des stratégies de lutte contre les cancers masculins. Je voudrais ici saluer l'implication et l'investissement du ministre de la Santé et de ses équipes dont l'engagement constant permet de faire progresser la sensibilisation et l'accès au dépistage. Mais il nous faut aller plus loin. De ce point de vue, je voudrais inviter le gouvernement à ouvrir une réflexion, notamment sur les mécanismes d'incitation au dépistage précoce à certains âges clés en lien avec nos dispositifs d'assurance maladie. Officiellement lancée, cette campagne place la sensibilisation mais surtout le dépistage précoce au cœur des enjeux nationaux de bien-être des populations. Un engagement que le président de la haute juridiction Dieudonné Abba Owono a matérialisé par la remise officielle d'un kit de dépistage au collectif des urologues. Au terme de la rencontre, les officiels et l'assistance ont eu droit à la présentation du circuit de prise en charge des patients atteints de cancer au Gabon, à des témoignages édifiants ainsi qu'à une visite guidée des stands d'information et de dépistage érigés pour la circonstance. Sous le signe de la solidarité et la santé pour tous, l'exploitant pétrolier Morel et Prom Gabon, à la suite de l'Ambaréné, a poursuivi sa campagne de sensibilisation pour les cancers féminins et masculins en élargissant l'opération en une campagne, une caravane médicale qui a impacté les habitants du village Ndama, Leboussou et même bien d'autres au-delà de cette localité. On en parle avec Yves Malik et Morel Makanga. Village Ndama-Liboussou, lac du Sud. Sous cette tente, quelques dizaines d'habitants de tous les âges et venus un peu de partout suivent avec attention les messages de sensibilisation distillés. Les cancers masculins et féminins tiennent le haut de l'affiche. Tout un dispositif déployé. Un mini laboratoire que nous avons mis en place. Ici, nous faisons le dosage de la glycémie, le dosage de l'hémoglobine, le dépistage du paludisme, ensuite le dépistage du VIH et enfin le dépistage candidatif de la PSA. Ici, médecins, sages-femmes, infirmiers et bénévoles ont été mobilisés pour cette campagne. À l'arrivée, nous prenons les paramètres, nous prenons la tension artérielle. Ensuite, nous donnons le grade. Morel et Prom Gabon reste fidèle à ces principes. Il y a une initiative que nous réalisons depuis déjà 4 années et nous permet de venir au contact des populations qui sont dans notre périmètre d'activité afin de les sensibiliser
au cancer masculin et féminin, et on vient avec du personnel médical pour pouvoir effectuer les dépistages pour les hommes et pour les femmes. Enfants, adultes ont bénéficié des consultations gratuites avec distribution des médicaments. Voir une caravane médicale en zone enclavée n'est pas toujours fréquent. Alors pour les populations, c'est un souffle d'espoir et demande un élargissement des opérations. Nous remercions vraiment Morel et Prom par ces actes-là. Nous voulons qu'ils puissent continuer comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en octobre, novembre, oui. Il y a aussi les yeux, il y a beaucoup de choses. La gynécologie, surtout pour nous les femmes. Morel et Prom a bien compris le message. C'est une action qu'on souhaite pérenniser car on a constaté qu'il y a des besoins de plus en plus croissants. Et Morel et Prom, dans le cadre de sa politique sociétale, travaille main dans la main avec les sociétés, avec les acteurs locaux pour pouvoir apporter de l'aide au plus grand nombre. À côté de l'activité industrielle, la santé communautaire est un impératif, une réalité partagée. La clôture des travaux de la 10e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines a eu lieu hier. Au terme de cette rencontre, les participants ont passé en revue le fonctionnement, les difficultés, les défis face aux fake news et le traitement de l'information africaine. Plus de précisions avec Nathalie Oquet et Pierre Claverella. Les 72 heures de travaux de la 10e réunion de la FAPA ont été un motif d'échange et de partage d'expériences entre professionnels des agences de presse africaines. En lieu et place d'une actualité souvent erronée, les agences s'inscrivent désormais comme de véritables acteurs pour redorer l'image du continent. Et permettre à ces agences-là de s'imposer de plus en plus comme les sources les plus fiables de l'information. Aider nos États, aider nos populations à aller dans cette mutation numérique aussi qui s'impose aux agences et donc faire en sorte que nous soyons des acteurs clés. Aujourd'hui, on est obligé de produire des capsules vidéo, on est obligé de se réinventer parce que j'aime à le dire souvent, si on ne se réinvente pas, on sera obligé de fermer la maison et mettre les clés sur les paillassons. On donne nos idées, on apporte notre pierre à l'édifice afin que cette organisation panafricaine puisse jouer pleinement son rôle de fédérateur. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est vital que l'Afrique parle d'une voix claire, qu'elle se réapproprie sa narration et qu'elle fasse entendre la mélodie de sa vérité. C'est réapproprier les méthodes de travail, innover pour diffuser une image d'une Afrique en plein essor, en pleine mutation, avec des médias qui l'accompagnent. Voilà les nobles missions de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Et je vais vous faire de suite lecture de ce deuxième communiqué. Il est porté à la connaissance des étudiants et nouveaux bacheliers désirant embrasser la carrière de l'enseignement que l'Institut de formation au métier de l'éducation, ancienne école normale supérieure ENES, organise un concours d'entrée voie externe du 6 au 7 décembre 2025 à Libreville et à Paris. La campagne de réception des dossiers débutera dès lundi 17 novembre 2025. Toutes les informations y relatives sont affichées à l'Institut de formation au métier de l'éducation, ancienne école normale supérieure. Un communiqué signé du directeur général, professeur Gilbert Nguema Ndaman. Le Gabon accélère ses actions en faveur de l'économie bleue. Hier, le comité de pilotage du projet Obligation bleue a tenu une réunion technique. La rencontre présidée par la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue avait deux objectifs à atteindre. Gildas Moubemba, Gaël Bimba Okoko, Prastine Guaema nous en disent plus à ce sujet.
La rencontre ordinaire du comité de pilotage en rapport avec le programme Obligation Bleue s'est tenue pour valider les projets soumis par les entités gouvernementales répondant aux exigences de bailleurs, ainsi que la feuille de route 2024 retenue lors de la session extraordinaire du 30 octobre dernier. Suite à la décision du comité de pilotage, nous aurons une feuille de route pour l'année 2026. Donc le rôle de l'unité de gestion de projet consistera à suivre la mise en œuvre des projets qui seront validés aujourd'hui par le comité de pilotage, de sorte que les objectifs validés par le gouvernement soient réalisés au terme de l'année. 15 projets sont en lice. Cette réunion stratégique est une étape décisive dans l'engagement du Gabon en faveur de la conservation marine et du développement durable. Nous avons l'obligation morale d'être à la hauteur des enjeux environnementaux mondiaux, à la hauteur des attentes de nos populations côtières et de l'ensemble de notre population qui attend bénéficier des ressources halieutiques dont le pays est richement doté. La séance de travail qui s'achève ce vendredi a réuni l'ensemble des acteurs clés et des partenaires techniques et institutionnels qui encadrent la mise en œuvre du projet. Les obligations bleues sont un mécanisme de financement innovant basé sur un processus de reconversion d'une partie de la dette du Gabon au bénéfice de la conservation marine. La dynamique de l'emploi franchit un nouveau cap dans la commune d'Ovendo avec l'inauguration de l'antenne locale et le lancement officiel du mini-salon de l'emploi. Ces deux événements majeurs visant à rapprocher les opportunités des demandeurs d'emploi et des entreprises ont eu lieu ce jeudi en présence des autorités IDEM, Ampouma, Richard Moubiwa et Marie-Thérèse Kassa pour les détails. La matinée a été marquée par l'inauguration du nouveau bureau du Pôle national de promotion de l'emploi et du lancement officiel d'un mini-salon de l'emploi à Ovendo par le délégué spécial de la mairie d'Ovendo, Mambo Arnaud, en présence du directeur général du PNPE, Pascal Franck Zendonze. Ces initiatives portées par le directeur général visent à rapprocher ces prestations des populations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, couplée à l'organisation du mini-salon de l'emploi, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de déploiement national et bientôt du PNPE à l'international. Elle traduit la volonté du gouvernement de rapprocher le service public de l'emploi des citoyens, de renforcer les liens avec les acteurs économiques locaux et, surtout, de répondre avec efficacité aux défis du chômage. C'est là une réponse concrète et tangible aux attentes de nos jeunes et de toutes celles et ceux qui aspirent à travailler, à s'épanouir et à contribuer activement au développement de notre pays. Ce double événement s'est poursuivi avec des visites des stands de 8 entreprises qui offrent 230 emplois. Des entretiens directs se sont suivis pour répondre à la demande. Ils m'ont posé des questions relatives à mes débuts, si c'était possible de commencer par un stage ou bien directement par le travail. Nous avons été reçus dans les normes et pour ça je remercie encore le PNPE et toutes les sociétés présentes ici. S'il y a des profils qui nous correspondent, automatiquement ils vont passer des entretiens et puis ils seront embauchés. L'antenne locale du Pôle national de promotion de l'emploi, désormais opérationnel, et le mini-salon de l'emploi qui se tient du 13 au 14 novembre 2025 pourrait donner un coup d'accélération de la réduction du chômage. Un atelier de formation sur les enjeux du genre et la fiscalité s'est ouvert hier à Libreville. Les agents de la Direction générale des impôts y prennent part dans l'optique d'améliorer les bonnes pratiques de leur métier pour une administration fiscale en phase avec les exigences de développement. Lariska Laure Mamengi Osaga et Bertin Osaga pour le point. Dans son plan stratégique 2025-2027, la Direction générale des impôts a intégré l'approche genre comme un élément essentiel. C'est dans cet élan que les agents de la DGI prennent part à cette formation qui intègre la notion de genre dans toute sa complexité et ses enjeux. Le présent atelier vise, entre autres objectifs, renforcer les capacités des cadres et agents sur les interactions entre genre et fiscalité et encourager la mise en œuvre d'approches fiscales plus inclusives et sensibles aux inégalités entre les hommes et les femmes. J'invite donc l'ensemble des participants à avancer avec rigueur
et proposer des pistes d'amélioration concrètes. Organisée par Expertise France dans le cadre du projet Gender Equality in Taxation, cette formation intègre notamment l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la conformité volontaire, le soutien à un recouvrement des impôts plus efficace. La prise en compte des enjeux de genre dans la fiscalité n'est pas un thème additionnel, c'est un facteur d'efficacité. Au Gabon comme ailleurs, les femmes et les hommes n'opèrent pas dans les mêmes secteurs. Donc le fait de comprendre ces réalités permet d'affiner l'assiette, d'ajuster les dispositifs et d'améliorer la relation entre l'administration et les contribuables. Cette formation qui se tient sur 3 jours a pour objectif principal l'amélioration des pratiques dans une approche inclusive pour une administration fiscale dynamique et moderne. La chère bantoufonie, langue en danger et sauvegarde de la biodiversité, a marqué une étape majeure de son parcours académique avec la soutenance des premières thèses de doctorat depuis sa création en 2018. 2 impétrants, Ulrich Abila Bisielou et Ndombi ont brillamment présenté leurs travaux devant un jury composé d'éminents chercheurs et d'universitaires. Léa Virginie Yatsam et Gérard Miyundu nous le font voir. Le premier candidat, Ulrich Abila Bisielou, a présenté une thèse intitulée « Dimension linguistique et modalités culturelles des discours politiques en pays Guissir vers une anthropologie de la parole ». À l'heure actuelle où la question de la parole politique fait débat. Voilà, on a aujourd'hui des dernières vidéos sorties ça et là. Lorsque nous lisons les commentaires, nous voyons effectivement que les populations émettent réellement le doute sur la portée de la parole politique aujourd'hui. Donc cette thèse-là vient recentrer le débat. Elle nous permet de comprendre qu'est-ce que la vérité en politique ou qu'est-ce que c'est le mensonge. Donc à partir d'une réalité endogène propre à la société gabonaise, nous avons voulu questionner cet objet-là. De son côté, Ndombi a consacré ses recherches à la thématique « L'école et l'éducation à l'environnement au Gabon entre approche institutionnalisée et savoir endogène ». Aujourd'hui, pendant que l'État, sinon le gouvernement œuvre pour justement une application des savoirs, sinon de la langue vernaculäire dans le curricula, nous avons pensé qu'il était idéal aussi, pourquoi pas, de penser également à la préservation de l'environnement, c'est-à-dire notamment faire entrer, imaginer une possibilité de faire entrer dans les curricula d'éducation en environnement les savoirs endogènes, tout ce qui est connaissance endogène en vue de la préservation de l'environnement. À l'issue des soutenances, le jury a salué la qualité scientifique, la rigueur méthodologique et la pertinence sociale des recherches présentées. Ce qui est important et qui montre que nous avons mis en place une formation doctorale internationale de haut niveau qui travaille sur des sujets importants, des sujets relatifs à la biodiversité, des sujets relatifs à la sauvegarde des langues et cultures à danger. Créée en 2018, la chaire Bantoufonie Langue en danger et sauvegarde de la biodiversité s'est donnée pour mission de promouvoir les langues africaines, les cultures locales et les liens étroits entre diversité linguistique et biodiversité. Les thèses qui sont aujourd'hui développées par ces étudiants-là rentrent très bien dans la règle même de ce que nous avions convenu, parce qu'il s'agit là d'une chaire Bantoufonie, d'un réseau inutuin qui porte sur la biodiversité, les savoirs endogènes, les langues en danger. Et c'est bien de ça dont on parle dans toutes ces thèses-là et c'est une grosse satisfaction. Depuis son lancement, la chaire a permis à de nombreux étudiants de soutenir leur mémoire de master. L'année 2025 marque cependant un tournant, celui des premières soutenances de doctorat. À Libreville, certaines routes séduisent par leur modernité et leur esthétisme, offrant aux automobilistes un confort de conduite. Mais à côté de ces axes rénovés, d'autres voies attendent d'être aménagées. Entre bitume fissuré et chaussées impraticables, la capitale présente un contraste saisissant. Reportage de Yannick Menga, Francis Ngom, Pierre Claverella. En cette fin d'année 2025 à Libreville, on peut observer des voies routières qui s'illustrent par leur côté innovateur et leur aspect aussi pratique qu'esthétique, contribuant à l'embellissement de la ville et à un trafic routier plus fluide. Alors en tant qu'automobiliste, je trouve que l'état de route du Gabon
Et c'est vrai, c'est amélioré ces derniers temps parce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans certaines zones qui étaient parfois en difficulté. Mais il existe aussi des voies dont les axes s'apparentent à des blessures inguérissables ou qui semblent muter dans le temps et l'espace. La voie de contournement pour moi devait être le référentiel en termes de goudron. Les quelques routes que nous avons au Gabon, qui sont goudronnées, j'entends, datent déjà d'un certain nombre d'années et sont dégradées. Vous avez vu par exemple au niveau des charbonnages, nous sommes quand même en climat tropical, il pleut énormément qui dégrade les routes. Donc moi j'estime que c'est vraiment un état qui n'est vraiment pas bien. Parce qu'on observe que les routes qu'on arrange dans certaines zones, ça se dégrade au bout de 2 mois, 3 mois, on ne sait pas avec quel matériel ils font ces routes-là, mais sinon ça ne met pas de temps. Sur une voie qui se veut bitumée, seuls les 4x4 et les SUV ont la part belle. Mais ce type de véhicule n'est pas à la portée de toutes les bourses. Selon de nombreux observateurs, un recensement de ces axes routiers, accompagné d'un plan saisonnier de restauration durable, pourrait être une solution. Le tout pour le bien-être des automobilistes et de leurs amortisseurs. Hier, le lancement de la 2e édition du Salon du livre pour enfants a eu lieu au ministère de la Culture, événement présidé par le directeur de cabinet du ministre de la Culture. Plus de détails avec Nathalie Oquet et Mohamed Tito. Lire le monde de demain, thème de la 2e édition du Salon du livre jeunesse, événement riche autour de plusieurs acteurs de la littérature gabonaise qui ont réfléchi sur l'éclosion de celle-ci. Ce salon a plusieurs objectifs. Stimuler l'amour de la lecture chez l'enfant et les jeunes. Offrir une plateforme d'échange et de découverte entre auteurs, éditeurs, élèves, enseignants et professionnels du livre. Les diversités culturelles sont un fait indéniable de l'humanité. L'objet de notre rencontre ce jour est notre intérêt commun pour le livre de jeunesse, donc la littérature dédiée à l'enfant. Au-delà des discours, les auteurs invités ont souligné l'importance des livres, ceux qui véhiculent des valeurs morales, mais qui présentent aussi des modèles de vie. Ce sont des livres qui parlent de la jeunesse et à la jeunesse, et qui peuvent, sans aucun doute, participer au développement des habiletés linguistiques générales, comme l'ouverture au monde des apprenants. Lire, c'est comprendre, mais c'est aussi résister à la vitesse du monde. Pour reprendre les mots de Vincent Jo, lire, c'est toujours un retour sur soi. Au terme, les éditions TSAM et l'Association pour la promotion de la lecture et des arts ont annoncé la tenue du concours national de lecture et d'écriture destiné aux enfants de 4e et de 5e année des écoles primaires publiques et privées du Gabon. Parlons à présent de la cérémonie de présentation et de signature de la charte des guides touristiques du Gabon, suivie de la remise des cartes professionnelles aux guides. Événement rehaussé par la présence du secrétaire général adjoint du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Arnaud Monza, Ludovic Bitegué et Aristide Imbomo ont pris part à cette cérémonie. Sur les eaux, en forêt comme dans les montagnes, quelle que soit la localité, ils sont là et assurent aux touristes un accompagnement sécurisé et de qualité. Il s'agit des guides professionnels du Gabon qui voient leur secteur se professionnaliser. En témoigne cette cérémonie de présentation d'une charte, un cadre réglementaire. Cette rencontre va dans la droite ligne de la politique insufflée par les plus hautes autorités de notre pays, de faire du Gabon l'une des 5 destinations phares en matière d'écotourisme en Afrique. Il s'agira d'encadrer la profession et de sécuriser l'expérience des touristes, d'où la signature du dit document et la remise des cartes professionnelles. Je voudrais inviter chacun d'entre nous à faire vivre cette charte au quotidien, à porter haut les couleurs du Gabon et à travailler main dans la main avec les institutions, les communautés, les opérateurs pour faire
du tourisme gabonais un modèle de professionnalisme et d'authenticité en Afrique. Heureuse de recevoir aujourd'hui ma carte qui fait de moi désormais une guide touristique. C'est aussi pour nous le moyen de régulariser ce métier qui a de beaux jours devant lui. L'initiative née de l'Association des guides professionnels du Gabon sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'ANPN s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 034/2020 portant réglementation du secteur touristique au Gabon. Fin de ce journal, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.